Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je voudrais demander à Madame la Directrice, est-ce que le 27 septembre 2009, elle était à Conakry? On n'a pas suivi la fin de la question. Est-ce que le 27 septembre 2009, elle était à Conakry? Oui, j'étais à Conakry. En qualité de directrice nationale de l'hôpital Donka. Directrice générale. Ah, directrice générale, d'accord. Merci. Est-ce que vous étiez au courant qu'une manifestation devait avoir lieu le lendemain en tant que directrice générale? Non, je n'étais pas au courant. D'habitude, quand il y a manifestation de ce genre, est-ce on vous informe ou c'est dans le tas que vous êtes informé? Non, d'habitude, quand il y a des grands événements qui s'annoncent, le ministère de la Santé informe toutes les structures sanitaires pour qu'un plan d'urgence qui est appelé plan ORSEC, Organisation des secours d'urgence, se met immédiatement en place. Très bien. Quels que soient les événements. D'accord. Mais pour le cas du 28, hors de question. Non, je n'ai pas été informé. Les imams étaient au courant. Vous étiez informé de cela? Je vous dis, monsieur l'avocat, je n'ai eu aucune information. De tractations se tenaient par-ci, par-là pour amener la manifestation à ne pas avoir lieu. Vous n'étiez pas au courant de cela? Je n'étais pas au courant. Pourtant, le stade est à moins de 2 kilomètres de votre centre hospitalier. Mais nous n'avons pas eu l'information, ni moi, ni nos équipes. Ensuite, vous habitez Dixine. Oui. Et le stade, c'est à Dixine. Oui. Avec tous ces paramètres, vous n'étiez pas au courant? Pour une fois, je n'avais pas eu ces informations, de sorte que j'ai été très surprise des événements qui se sont déroulés au stade. Bien sûr, très affligé et très assisté par les conséquences. Bon, généralement, à la veille, quand une date est fixée pour les manifestations, à la veille, il y a des échauffourées. Certains sont plus pressés et il y a des troubles. En dépit de tout ça, et en votre qualité de premier responsable, aucune information, même par personne interposée, ne vous est parvenue? Non, je n'ai eu aucune information sur cette journée. Madame la directrice, est-ce que votre hôpital disposait d'un chef de sécurité? Non, il n'y avait pas directement de chef de sécurité, mais la sécurité de l'hôpital était toujours assurée par une équipe de policiers. De policiers. Je sollicitais toujours auprès du ministère de la Sécurité pour faciliter l'organisation de l'accès à l'hôpital pour les véhicules, pour vraiment, il y a beaucoup de voleurs souvent. Jusqu'à l'époque, on n'avait pas opté encore pour la société de gardiennage. Donc, on avait une équipe de policiers qui accompagnait l'hôpital. Cette équipe était présidée par qui? Non, bon, il n'avait pas de président. Il faisait le travail par rotation. Et quelle était mais ils n'étaient pas même très nombreux. Il y avait peut-être 4 ou 5 comme ça. Et quelle était la compagnie? Pardon? La compagnie qui sécurisait les installations hospitalières. C'est le CMS qui m'aidait à voir ça parce qu'il y a tout le temps des voleurs qui descendent à l'hôpital, qui rentrent dans les salles des malades ou qui tentent de voler. Donc ces équipes nous aidaient régulièrement pour... C'était une délégation d'État ou bien c'est seulement dans l'informel que cette équipe venait? C'était un détachement? Oui, bon, c'était un petit détachement parce que je sollicitais moi-même personnellement ça auprès des services de sécurité. Et la CMS là était dirigée par qui? Non, je ne me rappelle plus. D'accord. Votre service de sécurité ne vous avait pas informé, les services de renseignement à l'hôpital? Non, non. Personne? Non.
D'accord. Sinon, je suis une femme en politique, mais malheureusement, Je n'ai n'entends pas été bien. associée à Je ce n'entends pas bien, s'il vous Je plaît. dis sinon, je suis une femme suffisamment informée de la réalité dans le pays, mais pour une fois, je n'avais pas eu cette information. D'accord. Le 27, quelles étaient les statistiques de votre centre hospitalier, c'est-à-dire que le nombre de malades, le nombre d'alités, le nombre de blessés, le 27? Bon, là, il faudra que je me réfère aux archives, je ne peux plus me rappeler de cela. Mais on n'a jamais atteint un tel chiffre. Les urgences en une journée, s'il y a des accidents ou des cas d'urgence, puisque les urgences sont réparties en unités. Il y a l'unité des urgences traumatologiques, il y a l'unité de la pédiatrie, l'unité des soins intensifs, l'unité de la médecine, plus le laboratoire et la pharmacie. Mais malgré que toutes ces unités sont très actives, très opérationnelles, on n'a jamais atteint un tel nombre de cas. Peut-être dans la journée, toute unité confondue, on ne peut pas avoir 30 à 50 malades dans la journée. Donc, chaque jour, on vous remonte les statistiques Oui, nous avons un service. Des malades de tous les services. Oui. À ne pas confondre avec ceux du 28. Mais c'est différent. C'est différent. Ce jour, le nombre a vraiment augmenté. C'était vraiment un chiffre, puisque je vous dis, en une journée, on s'est retrouvé avec plus de 500 blessés, situation à laquelle nous n'avons jamais été confrontés. Est-ce que vous vous rappelez du nom du médecin-chef qui était du jour aux urgences? Bon, on avait la liste des agents de santé qui ont travaillé ce jour, toutes ces journées. Ça faisait 248, près de 250 agents, tout agents confondus, parce que c'était un jour férié. Donc, il y a dans les services les équipes de garde et de permanence seulement. Mais tous services confondus, et toutes ces équipes se sont mobilisées pour accompagner la prise en charge médico-chirurgicale au niveau du service des urgences. Et il y en avait, la liste nominative est là, 248 agents. Et qui était le chef de service ces jours-là? Bon, le chef de service des urgences, bon, je ne vais pas dire son nom, je le dirai directement au monsieur le président. Vous pouvez dire son nom. C'est pas la peine, monsieur. Vous-même, vous avez dit le nom de beaucoup de personnes ici. D'accord, bon, en tout cas, c'était le chef de service des urgences à l'époque. Et comment il s'appelle? Vous tenez à ce qu'on dise son nom. Madame. C'est le chef de service des urgences à l'époque et je crois que lui-même, il doit intervenir. Est-ce que vous savez que vous avez vécu cet événement malheureux dans les moindres détails? Oui, ça quand même. Voilà. Et ici, c'est la maison de la vérité. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Et nous avons bien collaboré. Et quand vous allez demander à l'administration de l'hôpital, donc au ministère, de vous faire parvenir le nom du chef de service de Est-ce que vous pouvez, les techniciens, vous pouvez approcher le micro? Oui. D'accord. Donc, En tout cas, c'est un chef de service avec qui nous avons bien collaboré. Et vous vous abstenez de voiler son nom ici? Ce n'est pas nécessaire parce que moi, chaque fois qu'on dit mon nom ici, bon Dieu. Bon, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ah, mais vous le savez déjà, puisque je crois que vous avez... Si on le savait, on n'allait pas vous le demander. D'accord. Continuez, maître. Merci, monsieur le président. Je vous le dirai directement, monsieur le président. À lui directement? Ou à vous directement. C'est ici. Après, ici, moi, vous n'aurez jamais accès à ma ça. personne. Donc, si vous pouvez le dire, c'est le lieu. C'est important. Allez-y, maître. Madame, donc vous... Je vous dis que tout ce que vous dites ici est très important pour le tribunal. Parce que je ne sais pas si c'est de le rappeler. Vous êtes là pour témoigner. Et le témoin est très important pour ce tribunal. Tout ce que le témoin dit est très important pour ce tribunal. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur moi de vous dire toute la vérité
C'est ce que je connais de cette chose. Allez-y, maître. Madame, alors vous maintenez que le matin du 28, vous étiez à domicile? Oui. Oui. Et que c'est à partir de là que vous avez appris le premier blessé vient de mon quartier. Il vit encore? Il devait aller à l'hôpital donc. Il vit? Non, un jeune, le fils de mon imam. D'accord. Donc c'est à travers ce blessé que vous êtes venu à l'hôpital? Oui, je ne suis pas venu directement à l'hôpital à cause de lui, mais j'ai demandé, puisque j'aide beaucoup les malades et dans le quartier, et en tout cas tous ceux qui ont besoin de moi. Donc je leur ai demandé de se rendre aux urgences et qu'il sera immédiatement pris en charge. Mais c'est après ce cas que nous avons... C'était à quelle heure, s'il vous plaît? Vers 10h, entre 10h et 10h30. Vous n'avez pas appris que les leaders ont été empêchés d'accéder au stade à partir de l'université? Bon, je n'ai pas bien suivi, mais à la lecture, par la presse, par la lecture des revues, ça, j'ai pris connaissance de cette information. Pourtant, apparemment, une foule venait du côté de Donka pour le stade. Non, peut-être que moi, j'étais déjà arrivé à l'hôpital. Donc, je n'ai plus suivi. Donc, ça, c'est aux environs de 9h, 9h30. Et le premier blessé... Alors, je devais être à domicile. Seulement, on m'a dit qu'il y a des mouvements qui convergent vers le stade. Il y a une foule. Mais je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. D'accord. Dans un premier Est-ce que temps. vous êtes sécurisé? Qui? Est-ce que vous avez un garde-corps? Oui, Policier, gendarme, militaire, un policier. qui ne vous a rien dit? Bon, d'abord, à l'époque d'Harry, il faisait par rotation. Eux-mêmes, ils n'étaient pas... on a su en même temps et on est parti à l'hôpital. D'accord. Bon, en tant que directrice générale de l'hôpital, quand il y a eu le premier blessé et vous êtes venu à l'hôpital, est-ce que vous vous êtes adressé à votre autorité de tutelle immédiatement? Oui, d'abord, je suis venu constater la situation, donner des instructions pour continuer la prise en charge qui avait très bien commencé parce que ce sont des équipes médico-chirurgicales qui ont bénéficié de beaucoup de formations, qui ne sont même pas obligés de nous attendre pour faire le travail. Je vous ai dit que le CICR a formé les équipes des urgences des 2 hôpitaux nationaux et mis en place un minimum de moyens pour qu'à partir de 25 blessés, un plan qui est appelé le plan d'urgence se déclenche. Donc, pratiquement, ces équipes avaient commencé à travailler, mais vu l'affluence que j'ai vue du nombre de blessés qui arrivaient à l'hôpital, j'ai appelé ma hiérarchie, le directeur national des établissements hospitaliers et de soins et aussi le ministre de la Santé. Les blessés venaient d'eux-mêmes ou bien c'était dans les ambulances? Non, les blessés venaient par les ambulances. Que vous avez la Croix-Rouge et même les ambulances de Donka. Que vous avez dépêché? Oui, les gens, toutes les ambulances étaient mobilisées. Les ambulances de Donka? Donka, très peu, c'était surtout la Croix-Rouge. Parce qu'on n'avait même pas, on n'avait qu'une seule ambulance à l'époque qui ne pouvait pas faire. Mais ils venaient par les ambulances de la Croix-Rouge surtout. D'accord. Oui, pour l'hôpital? Oui, de stade à l'hôpital. Pour les urgences? Oui, c'est pas très loin. Est-ce que les blessés, on les débarquait devant vous ou bien vous étiez dans votre bureau? Je ne suis arrivé dans mon bureau que dans la nuit. Quand je suis venu, je suis rentré dans la salle opérationnelle des urgences. J'étais là avec les équipes. Vous-même, je suivais. Vous avez administré des soins? Non, je ne suis directement? Je ne suis plus clinicienne, je suis administrateur des services de santé. Il y a très longtemps que je n'administre pas de soins. Je dis tout à l'heure que j'ai bénéficié d'une formation d'un 3e cycle post-universitaire en gestion hospitalière et management des services de santé. Depuis mon retour, il y a de cela maintenant 30 ans, je suis administrateur hospitalier ou des services de santé. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'au même moment que les blessés atterrissaient
arrivaient à l'hôpital, au même moment, des corps arrivaient à la morgue de Donka. Bon, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée des corps à la morgue de Donka, je n'ai eu toutes ces informations que le lendemain par l'équipe. Mais le même jour, j'étais focalisé aux urgences de l'hôpital national. Je me suis focalisé sur les blessés. Entre les blessés et les morts, quelle est la catégorie qui devait vous préoccuper? Ou bien est-ce que les deux catégories... Toutes les catégories doivent me préoccuper, mais j'étais certaine et rassurée que le médecin légiste avait une très bonne équipe, bien organisée, et que la gestion de ces corps était en train de se faire correctement. Mais comme les blessés avaient besoin de soins d'urgence et de prise en charge immédiate, j'étais là pour assurer la coordination des équipes. Vous avez été à la morgue le même jour? Ce jour, non. Les jours suivants. Vous ne trouvez pas que c'était dans vos attributions ces jours-là pour vous rendre à la morgue, au moins nous dire exactement combien de compatriotes sont arrivés là-bas et ont perdu la vie? Dans notre collaboration avec la morgue, ce n'est pas directement qu'on y va, mais le lendemain, je viens toujours voir, pas pour les cas là, quand il y a des graves accidents ou quelques situations que ce soit, je viens après me renseigner pour savoir comment la gestion des corps a été assurée. Donc pour ce cas précis, je suis venu à la morgue le lendemain. Mais c'était un événement tragique, exceptionnel. En tant que directrice générale, vous n'avez même pas 1 kilomètre à parcourir. Et Donka relève, la morgue de Donka relève de vous, non? Même s'il y a un médecin légiste là-bas, mais administrativement, vous êtes la première autorité. Comment on peut comprendre que vous n'ayez pas le temps d'aller à la morgue? Bon, ce n'est pas que je n'ai pas eu le temps, mais vraiment, vous ne pouvez pas savoir imaginer devant quelle affluence de victimes nous nous sommes retrouvés ce jour. Quand je vous dis plus de 500 blessés, imaginez de quoi il s'agit. Nous avons géré cela. Et comme la morgue n'a pas eu directement besoin de moi, eux-mêmes, ils ne m'ont pas fait appel. Il faut attendre que la morgue ait besoin de vous pour aller... Non, pour ce cas précis, mais le lendemain, je m'y suis rendu pour voir, pour prendre les informations sur la situation. Donc le même jour, vous n'avez pas été à la morgue? Non, je n'ai pas été. À la veille, vous n'étiez pas informé qu'il y avait des événements? Je n'étais pas informé. Alors que vous êtes directrice générale Vraiment. de l'hôpital depuis 2008. Vous n'avez... D'habitude, nous avons toujours les informations sur les manifestations, les mouvements qui se préparent, mais pour ça, nous n'avons pas été interpellés par les autorités pour nous préparer et dire qu'il y avait une manifestation. Vous n'avez été remplacé que le 3 décembre 2021. Près de 15 ans. Près de 15 ans. Vous n'avez pas d'adjoint? Oui, l'adjoint même était là, on était ensemble. Vous ne pouvez pas le dépêcher? Pour la morgue? Oui. Ah, c'est bon. En tout cas... Dépêcher, c'est-à-dire? Dépêcher, l'envoyer. À dépêcher? Dépêcher, oui. Non, pour avoir tous les apaisanteurs. Vous êtes avec les blessés, mais en même temps, on transporte des corps. Et c'est l'un des plus... Enfin, mais aucun corps n'a été transporté directement dans la matinée à la morgue de l'hôpital. Oui, mais c'était toute la journée. Non, non. C'est-à-dire, aucun corps n'est venu directement là-bas. Donc, on peut conclure que la journée du 28, aucun corps n'est venu. En tout cas, des victimes, les corps des victimes, j'ai bien demandé quand je suis arrivé à la morgue. J'ai dit, parce que dès que les corps arrivent à la morgue en situation d'urgence, les équipes m'appellent, même si moi je ne vais pas. Ah, madame la directrice, tel ou tel nombre de corps sont arrivés. Mais j'ai bien demandé à l'équipe qui est en place, ils m'ont dit que les corps sont arrivés tard dans l'année. Aucun corps venant du stade n'est arrivé directement à la morgue de l'hôpital. Les 500 blessés, il n'y a pas eu de mort?
Bon, les 500 blessés, il y a eu des morts dans les services. Il y a eu quelques décès hospitaliers. Et qui ont été référés à la morgue. Bien après, pas le même jour. Pas le même jour. Ça, c'est parmi les hospitalisés. Mais parmi les blessés qui sont venus, les urgences ne vont pas signaler directement le décès. Qui tenait la morgue ces jours-là? Qui était le chef là-bas ces jours-là? Bon, pour ça, on avait mis une équipe en place. Il y avait Dr Gabriel et quelques assistants. Il faut reconnaître qu'il était à l'époque le seul spécialiste en la matière. D'accord. Avec des assistants. D'accord. Est-ce que vous avez reçu des produits en provenance de l'extérieur, en dehors des produits qui étaient avec vous? Oui, nous avons reçu les stocks qui étaient venus de la pharmacie centrale de Guinée et les jours qui ont suivi aussi les partenaires du secteur de la santé qui donnent toujours des kits. On les appelle des kits de produits pharmaceutiques d'urgence qui ont été mis à notre disposition. Efforcez-vous à parler dans les micros, madame. Ah, ouais. Pouvez-vous nous dire la catégorie à laquelle appartenaient ces blessés? C'était des mineurs, des majeurs, des femmes, des adultes, la majorité? Il y a tous les âges, parce que dans la liste que nous avons ici, il y a les âges que nous n'avons pas catégorisés. Il y avait des jeunes, des adultes, des femmes, des hommes, mais nous n'avons pas catégorisé par âge. Mais leur âge est inscrit sur la fiche d'enregistrement. D'accord. Madame, comment vous pouvez comprendre que depuis le 28 septembre 2009, à nos jours, vous n'êtes pas allé devant le pôle de juge d'instruction, devant la commission d'enquête? C'est seulement à la barre que vous venez apporter votre témoignage. Comment vous pouvez comprendre ça, cela? Non, on était parti, notre équipe était partie devant la commission nationale d'enquête. On nous avait conviés avec les différents chefs de service et unités. Nous sommes passés devant la commission nationale d'enquête qui était installée au Palais du Peuple avec le magistrat, M. Sirima. Là, on était passé. Et depuis lors, personne ne vous a appelé? Non, et une fois, j'ai eu un entretien. Un magistrat était venu à mon domicile pour nous interroger. Mais à votre domicile? Dans le micro, madame. Oui. Un magistrat est venu à votre domicile? Oui. Mais je ne me rappelle même plus. À quel moment un magistrat est venu chez vous? Ça fait longtemps, je ne peux plus me rappeler ou bien peut-être que c'était. Est-ce que vous connaissez la différence? Il vous avait dit il vous avait dit sa qualité? Non, il a voulu savoir, ou bien peut-être que c'était, il cherchait des informations pour savoir ce que je connais de la journée du 28 septembre. Il vous a dit qu'il a envoyé chez vous? Non. Vous voyez quelqu'un comme ça qui vient vous demander, vous ne lui demandez pas qui vous envoie? Bon, même par mesure de prudence? Oui. Il voulait prendre des... Il vous a montré au moins un document? Un document, non. Rien? Mais ça, bon, quelqu'un vient se présenter devant vous pour vous... Et puis vous lui racontez tout? Les gens cherchaient tellement d'informations. Continuez, maître. Je voulais savoir c'était qui réellement. Non. J'ai la même curiosité, Monsieur le Président. Voilà, c'est pourquoi je voulais vous aider. C'est bon. Vous pouvez décrire ce magistrat, comment il est? Peut-être ce n'est pas un magistrat, peut-être un journaliste, en tout cas quelqu'un qui était venu prendre des informations. Mais madame, vous êtes cadre de ce pays. Le pôle de juge d'instruction, à mon avis, ne s'est jamais déplacé pour aller au domicile. Non. Eux, je ne les ai pas rencontrés, mais j'ai rencontré la commission d'enquête. Et la personne qui est venue vous voir à votre domicile?
Oui, bon, peut-être qu'il voulait prendre des informations, comme tout le monde cherchait à s'informer sur le 28 septembre. Mais bon, je n'ai pas beaucoup porté attention sur la personne. Merci, Monsieur le Président. Et c'est là? Oui. Je ne me trompe pas, j'espère. Oui, parfait. Très bien. Vous, en tant que médecin légiste, en votre qualité d'expert, lorsque vous devez intervenir, n'est-ce pas, vous devez faire l'objet d'une désignation. Oui, bien écoutez, d'abord je suis médecin et c'est comme un médecin qui a l'obligation de recevoir un malade et de le soigner. C'est une obligation déontologique. En tant que médecin légiste, lorsque je suis mis en présence d'un corps, j'ai cette obligation déontologique de l'examiner et de donner les informations au moins opportunes. Et enfin, je voudrais vous dire quand même que ma mission, je suis un enseignant, je suis un chercheur, je publie. Je publie. Et d'ailleurs, ce qui fait que, vous voyez, vous pouvez chercher sur Google, violence meurtrière dans l'espace public à Conakry. Je l'ai publié. Donc, je ne peux pas croiser les bras pour dire, oui, j'ai vu, je me résume à ça. Non, je fais mon travail. Mais ce que je sais que je ne peux pas faire sans la réquisition, je ne le ferai jamais. Professeur, lorsque vous êtes en présence d'un cas devant un cadavre dont la cause de la mort n'est pas connue et que vous devez intervenir pour pouvoir expliquer les circonstances de ces décès, n'est-ce pas, avez-vous, vous êtes obligé d'agir sur la base en vertu d'une réquisition. Maître, Oui. lorsqu'il y a mort d'homme devant un cadavre, la justice me demande, sur la base d'une réquisition, de déterminer les causes et les circonstances de décès. Lorsque quelqu'un perd un parent proche, il n'a pas besoin de la justice, il me demande. J'examine le corps, à sa demande, je fais l'autopsie et je lui donne les résultats. Dans le cas de figure, dans le cas de figure, il y a eu mort d'homme au stade. Je suis d'accord, je devrais être saisi par une réquisition pour faire le travail d'autopsie. Mais qu'à cela ne tienne. Très bien. Est-ce que je peux vous reposer la même question pour dire... Non, vous n'avez pas ce droit. Je n'ai pas le droit de poser la question, mais je peux vous dire aussi que, en tant que médecin, je dois répondre à la sollicitation de mes compatriotes. Lorsqu'on me dit, je veux savoir identifier mon parent, je ne peux pas croiser les bras. Je ne peux pas. Professeur... Je dois participer à la restitution des corps, à l'identification des corps. C'est une mission de fait. Est-ce qu'on est d'accord qu'un médecin légiste, lorsqu'il doit agir, il doit le faire dans les limites de la loi et que la loi, en pareille circonstance, voudrait que vous soyez désigné, et je voudrais qu'en dehors de la loi, que vous m'indiquiez un autre texte qui vous permettrait d'agir en dehors de toute réquisition. Bon, moi je ne vais pas trop discuter vous sur les questions de droit. Lorsqu'il y a mort d'homme, d'accord, le procureur délivre une réquisition pour me demander les causes et les circonstances dans le cadre de son enquête. Voilà. Dans le cadre de son enquête. Lorsqu'il y a mort d'homme, en dehors d'un espace public, en dehors, parce que simplement c'est une famille, le procureur n'a rien à voir, je suis sollicité par une tierce personne pour le faire. Bon, sa question est précise. Voilà. Donc, en l'espèce,
est-ce que vous devriez agir sans les réquisitions du procureur? Voilà. Non, pour faire une autopsie, non? C'est ça. Donc, Pour faire une autopsie, non? et vous avez agi sans aucune réquisition. Nous y reviendrons. Non. Et c'était pas normal, professeur. Non, mais je ne suis pas d'accord. Hein. Et vous avez aussi parlé de l'exposition et de la restitution des 31 corps. C'était à quelle date précise? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, vous pouvez voir, parce que les vidéos existent, les jours. Moi, je ne sais pas. Je ne retiens plus ça. Parce que moi, je ne m'attendais pas, comme beaucoup de personnes, à ce procès ou à venir parler de ça. Je ne retiens plus. N'est-ce pas avant l'ouverture des enquêtes par la commission d'enquête nationale dont vous étiez membre? Non, je n'ai pas été membre de la commission d'enquête. Oui, avant l'ouverture de la commission d'enquête, oui, on a reçu bien avant. Voilà, c'était bien avant. Oui, bien avant. C'est ça. Vous avez dit ici, à moins que je ne me trompe, je voudrais en avoir la précision, vous avez été membre de la commission d'enquête. Oui, je suis membre de la commission d'enquête. Très bien, on continue. Vous avez eu à gérer les corps au niveau des 2 morgues. Quelle est la capacité d'accueil de chaque morgue? Je répète, cher maître, monsieur l'avocat, Oui. j'avais une capacité à l'époque de 10 corps à Ignasdine, et je dis bien 14 corps à Donka. Pourquoi 14? Parce que c'est un bloc de 10. Pour les 2 étaient à Ignasdine. On a délocalisé un bloc de 10 à Donka, plus un ancien bloc de 4 corps. Donc il y avait 14 à Donka et 10 à Ignasdine. Alors, ça veut dire que si nous prenons les capacités d'accueil des 2 morgues, en tous, 24. Oui, 24. Alors, et vous devriez gérer au niveau de ces 2 morgues 58 corps. Oui, affirmatif. Alors, et ça veut dire que vous avez entassé des corps. Monsieur l'avocat, je vous ai dit que j'ai mis à certains endroits 2 corps dans une même chambre. C'est passé même sur France 24. Tout le monde l'a vu. Oui, donc, ça dépend aussi de la corpulence des corps. Il y a des corps, bon, je ne sais pas, je ne veux pas vous citer, qui ne peuvent pas rester 2 dans une chambre. Donc, on a essayé de voir qu'est-ce qui est possible pour conserver le corps. Je voudrais quand même que vous vous mettiez dans l'esprit de celui qui était à l'époque en charge de la gestion de ces corps. Et notre première préoccupation n'était pas tout ça. C'était de dire comment est-ce que je pourrais loger tous ces corps-là, sans pour autant que ces corps ne se décomposent. C'est ça ce qu'on savait. Et c'est pour cette raison qu'on était obligé de mettre 2 à 2 les corps dans certaines chambres. Et les corps qui ne pouvaient pas rester à 2, on les a laissés seuls. Vous savez que des témoins ont comparu ici, qui ont fait état de ce que des corps étaient entachés les uns sur les autres. Est-ce que dans ces conditions-là, votre mission qui visait à conserver l'état de ces corps, est-ce que cette mission n'a pas été un échec? C'est vous qui le dites, je vous laisse, vous êtes responsable de vos propos, mais ce n'est pas à vous, c'est à moi qui l'a posé la question. Calmez-vous. Voilà, donc, calmez-vous, maître. Maître, calmez-vous. Je vous laisse le soin de vos réponses. Moi, je dis et je répète, ce n'est pas à moi d'équiper les chambres froides. Je pense que ça, vous devez le comprendre. Est-ce que vous êtes fatigué ou vous voulez continuer? Oui, parce que ça commence. Hein. Mais je vais essayer. Ce n'est pas à moi d'équiper les chambres froides, d'installer les chambres froides dans des hôpitaux. Ce n'est pas ma responsabilité. Ce n'est pas non plus à moi de voir un peu, de mettre les moyens à la disposition pour pouvoir pratiquer les soins de thanatopraxie. Ce que je pouvais faire professionnellement, humainement, c'est ce que j'ai fait. Et mettre les corps 2 à 2, je suis tout à fait d'accord que
c'est un gros problème parce qu'en fait, les conditions de rafraîchissement, parce que pourquoi on met le corps dans les chambres froides? C'est pour rafraîchir, pour retarder la putréfaction de ces corps. Et donc, lorsqu'on les met 2 à 2, c'est vrai que la fraîcheur n'est pas suffisante pour pouvoir les garder le plus longtemps. C'est pour cette raison, en plus de la mise en place, des corps dans les chambres froides, les corps étaient préparés. Les corps ont bénéficié des soins de thanatopraxie. D'accord? Donc, et les corps qui étaient mis en chambre froide et les corps qui sont restés sur la paillasse ont été traités. Vous avez également parlé des corps qui n'ont pas pu être identifiés et qui ont été inhumés par la Croix-Rouge. Vous le maintenez? Mais je maintiens que c'est la Croix-Rouge qui est en charge de l'inhumation des corps. Et à propos, je voudrais savoir, est-ce qu'au niveau de nos 2 CHI, il n'existe pas de structures qui s'occupent de l'inhumation des corps en pareille circonstance? Bon, vous dites en pareille circonstance. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des morts d'hommes, on appelle crime dans un espace public, vous-même vous l'avez dit, il appartient au procureur. Est-ce que lui, il va désigner une structure appropriée pour faire cette inhumation? C'est lui qui le sait. Mais dans les conditions normales, en dehors de cas du 28 septembre, il y a des sociétés de pompes funèbres qui s'occupent de l'inhumation des corps. Des sociétés de pompes funèbres. C'est les sociétés de pompes funèbres qui gèrent l'inhumation des corps. D'accord? Mais dans notre pays, je crois qu'il n'y a qu'une seule société de pompes funèbres et elle n'a pas été sollicitée. Et si c'est généralement les particuliers qui sollicitent l'enterrement par les Parlez sociétés. dans le micro, s'il vous plaît. Ouais. Elle n'a pas été sollicitée, c'est généralement les particuliers qui sollicitent la société de pompes funèbres pour l'inhumation. C'est tout simplement regrettable de relever que l'on fasse appel à la Croix-Rouge, on laisse les structures internes. Je vais continuer. Je peux m'asseoir? Vous avez le choix, oui. Je vous l'avais dit dès au début. Réajustez les micros, s'il vous plaît. Et lorsque la Croix-Rouge procédait aux inhumations de ces corps, étiez-vous présent? Non. Et qui a mis les corps à la disposition de la Croix-Rouge aux fins d'inhumation? Le service des armées. Le service des armées. Ok, ça veut dire que l'armée était fortement impliquée dans la gestion des corps. C'est à vous de le savoir, moi je ne sais pas. Ah oui? C'est vous qui êtes là, s'il vous plaît. Le problème est que, Monsieur le Président, c'est des questions répondues. Parce qu'en réalité, je vous ai dit, au stade, au cimetière, il y avait le service médical des armées. Il y avait les militaires. Il y avait... il veut savoir si l'armée était fortement impliquée dans la gestion des corps. Bon, la gestion des corps, c'est pas... non, elle n'est pas fortement impliquée. L'armée était là. Une autre question. C'est elle qui a déposé les corps. C'est elle qui était aussi, qui assurait la sécurité des corps. Mais la gestion des corps était une gestion médicale dans les morgues. Est-ce qu'au moment où on remettait ces corps à la Croix-Rouge, où l'armée, vous l'avez dit, remettait ces corps à la Croix-Rouge, est-ce que monsieur le procureur compétent était présent? Non. Très bien. Vous avez également, en réponse à l'une des questions posées par le procureur Sidiki Kamara, vous aviez dit que c'est sur vos conseils que des corps ont été exhumés pour des fins de tests ADN. Vous le confirmez? Bon, écoutez, j'ai dit que j'étais membre de la commission d'enquête.
Et dans la commission d'enquête, il y avait une commission santé. J'étais président de cette commission santé. J'ai proposé. Voilà. J'ai proposé, sachant déjà qu'il y avait des corps non identifiés qui sont inhumés à Cameroun, j'ai proposé qu'on fasse des prélèvements ADN et qu'on envoie les échantillons en France pour faire des croisements. Ça, c'est moi qui l'ai proposé. Je suis en train de dire, c'est sur vos propositions. Oui, absolument. Voilà. Et lorsque vos propositions ont été acceptées, vous avez mis à contribution votre équipe. Absolument. Voilà. Et votre équipe a procédé à des prélèvements. Tout à fait. Alors, et ça, c'était à un moment où déjà les enquêtes étaient ouvertes, oui ou non? Puisque la commission d'enquête était en train de travailler. Oui, ça c'est au décours des enquêtes, oui. La commission d'enquête était en train de travailler. Est-ce que cela est normal? Qu'on procède à des prélèvements, permettez-moi, qu'on procède à des prélèvements pendant que les enquêtes sont ouvertes sans que cela ne soit référé à monsieur le procureur. Trouvez-vous cela normal? Mais écoutez-moi très bien. Moi, je ne cherche pas à savoir ce qui est normal ou pas normal. Je vous dis ce que je fais et ce qui s'est passé. C'est à vous d'apprécier, c'est normal ou pas. Oui, mais ce que vous faites doit être conforme à la légalité. Ah, moi, je me suis toujours conformé à la légalité. C'est ça. Un médecin légiste agit dans les limites de la légalité. Je me conforme à la légalité. Tout ce que j'ai fait en 29 ans de travail d'exercice de ce métier. Est-ce que vous savez qu'en procédant à des prélèvements, que cela constitue un travail technique qui est du ressort d'un médecin légiste? Mais ce sont des médecins légistes, des médecins qui travaillent avec moi, qui sont allés avec un protocole, qui ont fait les prélèvements. Est-ce que vous savez que vous, en faisant agir des personnes sous votre autorité, dans le but de procéder à des prélèvements, alors que vous êtes en même temps membre de la commission d'enquête, que vous étiez à la fois en train d'agir comme membre, comme enquêteur, et en même temps comme expert sur le terrain? N'est-ce pas une confusion de qualité? Non, monsieur l'avocat. Et vous savez pourquoi je suis allé dans la commission d'enquête? Oui, allez-y. À deux titres. D'abord parce que je suis médecin légiste et je suis président de l'ordre des médecins. Est-ce que vous pouvez me dénier le pouvoir, en tant que médecin légiste, de faire un prélèvement et d'utiliser les personnes ressources qui sont capables de m'aider à faire ce travail? Lorsque vous êtes enquêteur, vous ne devez pas le faire. Écoutez, lorsque vous êtes enquêteur, permettez-moi, s'il vous plaît, la loi est très claire. Hein? Lorsque vous êtes enquêteur, un enquêteur qui se heurte à des questions d'ordre technique, il doit en référer au procureur pour qu'un expert soit désigné. Vous ne pouvez pas être membre de la commission en tant qu'enquêteur et en même temps intervenir en tant qu'expert. Ça, c'est une confusion de genre. Alors moi, je ne trouve pas la confusion parce que cette enquête a été, cette exhumation a été initiée par la commission d'enquête. C'est la commission d'enquête, ce n'est pas le procureur qui a initié cette exhumation, c'est la commission d'enquête. Je suis membre de cette commission d'enquête. J'ai utilisé les ressources que je dispose pour pouvoir faire ce travail et je l'ai fait et je pense que je l'ai bien fait. Où sont les rapports auxquels vous avez abouti comme résultat en ce qui concerne toutes les opérations que vous avez illégalement accomplies? Bon, le rapport demandé à la commission d'instruction, le rapport a été déposé, je vous ai déjà dit ça. Les rapports de vos prélèvements, je parle. Mais, quel rapport de prélèvement? Oui. Il n'y en a pas? Rapport de quel prélèvement? Oui, les prélèvements qui ont été effectués Est-ce que c'est un prélèvement par l'équipe qui évoluait pendant les enquêtes sous votre autorité. Monsieur et non sous l'autorité de la justice. Monsieur l'avocat, maître. Je répète, c'est la commission d'enquête qui a initié cette exhumation. Ce n'est pas le procureur. Je répète que si je suis allé faire des prélèvements, ce n'est pas un rapport de prélèvement que moi je dois déposer à mon mandant. C'est un rapport du résultat des examens que j'ai réalisés. Voilà.
Donc, ce n'est pas ici qu'on va me demander de me faire un rapport de prélèvement. Je n'ai rien à faire par ça. Écoutez, vous avez eu à procéder à des opérations qui ont même précédé l'ouverture des enquêtes. Et vous avez eu à décrire ces opérations ici. Et malheureusement, ces opérations ne sont pas suivies des dépôts de rapports. La conséquence, monsieur le ministère public et même le tribunal vous ont demandé de déposer ces rapports. Pourquoi vous avez agi ainsi? Je vous répète, monsieur l'avocat, que je n'ai pas de réquisition. Et je vous informe également, parce que vous êtes avocat, que pendant mon exercice, je répète, près de 30 ans de médecine légale dans ce pays, et j'ai toujours déposé mes rapports, et à temps, quand je suis requis. Et si je n'ai pas déposé de rapport, c'est parce que je n'ai pas de réquisition. La seule fois que la commission d'enquête m'a demandé de procéder à des prélèvements pour effectuer l'ADN, j'ai reçu le rapport a été déposé. Nous ne l'avons pas. Là, vous voyez, vous n'avez déposé ni des rapports avant l'ouverture des enquêtes, vous n'avez déposé des rapports après l'ouverture des enquêtes. Et je vous donne lecture des dispositions de l'article 77, là, puisque vous voulez nier l'évidence du Code de procédure pénale. S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toute personne qualifiée, sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 260, les personnes ainsi appelées prêtent par écrit serment d'apporter leur concours à la justice en leur conscience et en leur honneur. Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Vous voyez, lorsqu'une question d'ordre technique se pose à un OPJ, à une juridiction, et qu'il s'agit d'une juridiction d'instruction ou d'une juridiction de jugement, alors ces autorités-là peuvent désigner un expert. C'est cet expert-là qui procède. Et malheureusement, vous n'avez pas été réquisitionné. Je me demande à quoi les rapports que vous entendez déposer vont servir. Voilà. Encore une fois, monsieur l'avocat, vous faites une confusion. Cette expertise n'a pas été demandée par le parquet. Elle n'a pas été demandée par un juge. Elle a été demandée par une commission d'enquête qui a été mise en place pour la circonstance. Si je devrais déposer un rapport, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je dois déposer le rapport à la commission d'enquête. À la commission d'enquête. C'est à la commission, je vais finir. Oui, parce que vous ramenez tout en droit. Moi, je peux vous ramener sur le code de déontologie. Moi, qui me dit qu'obligatoirement, j'ai l'obligation. Non, même si vous êtes avocat. Des textes de loi. Voilà, parler en part de textes de loi, mais tout n'est pas droit pénal. Si. Parce que non, ne mettez pas tout ça dans le cadre de droit pénal. On est dans la procédure pénale. Non. Alors moi, je vous oppose le droit de la déontologie médicale. Quelle disposition? Sortez-moi. Moi, je ne regarde pas de vos dispositions. Tout médecin a l'obligation de répondre à sollicitation de ses malades. Donc, dans le cas précis, j'étais dans l'obligation d'examiner et de procéder à l'identification des corps. C'est non discutable. C'est la déontologie médicale. Maintenant, vos dispositions de loi pénale, gardez-les. Moi, je vous dis en plus, au niveau de la commission d'enquête, ce n'est pas le tribunal qui nous a requis, c'est la commission d'enquête. Et le rapport que j'ai envoyé de Paris, je l'ai envoyé à la commission d'enquête. Et c'est le rapport-là qui a été déposé à la commission d'instruction du tribunal. Donc, vous ne ramenez pas tout au tribunal, au procureur et tout ça. Vous savez que lorsque vous agissez en tant que professionnel, on vous demande d'agir par rapport à un cas de mort. Lorsqu'il est question de déterminer la cause de ces cas de mort, vous devez avoir à l'esprit que vous devez agir conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Il n'y a aucune autre disposition palliative en la matière. Et vous ne l'avez pas fait, il faut le reconnaître au moins. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé avec lui.
Professeur. Oui, maître. C'est bien vous, le professeur? C'est bien moi, monsieur l'avocat, le professeur. Je vous rends de grands hommages parce que on a fait avec vous de grands boulots, hein, de très grands boulots. Vous avez rendu de très grands services à la nation. Hein. Là, il faut le reconnaître. Merci. Vous êtes un monument, une illustration. Une espèce, si vous étiez un animal, on devait vous mettre dans des zoos. On voudrait vous garder. Vous êtes une espèce en voie de disparition. Merci. Question, parce que le président n'aime pas trop les choses comme ça. Où sont partis les corps? Parce que mon confrère a parlé de beaucoup de choses. Parce qu'il y a un autre témoin qui doit venir, dont les questions doivent vous concerner. Où sont partis les corps de nos compatriotes? Où sont partis les corps? Ça, c'est une question, maître, une très bonne question, et à laquelle, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre. Je vous ai dit où sont partis... Vous avez livré les corps pour les envoyer où? Les 58 corps. Oh, il y en a plus. Ah bon? C'est vous qui le dites? Ah oui, j'ai des données moi-même. Ah ben c'est parfait. Alors, où sont partis le reste des corps? Mais je vous repose la question, si je pouvais le faire, parce que moi je n'ai pas l'information. Vous avez livré combien de corps? Ah, il faut qu'on revienne sur la question. Le président n'aime pas ça. Hein? Oui. Où sont partis les corps? Je vous pose la question, où sont les corps? C'est vrai, on ne pose pas ici les questions aux avocats. Voilà, vous devez répondre. Oui. Mais je ne sais pas. Où sont partis les corps? Voilà, contentez-vous de répondre. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez-y avec une autre question, maître. C'est vous qui avez livré les corps pour quelle destination? Monsieur... Vous savez que je vous aime bien, je vous respecte beaucoup. Oui, moi aussi. Mais vous savez, moi aussi, ça me rappelle un de vos brillants confrères qui dit que la justice est un jeu. Mais moi, je ne m'amuse pas. Ah oui, c'est Jacques Vergès qui l'a dit. Hein? Voilà, Jacques Vergès l'a dit. La justice est un jeu. Il veut connaître la destination des corps, s'il vous plaît. La justice est un art. Je n'en sais pas. Une autre question. Je ne sais pas. Je ne suis pas contre vous, je vous admire. Oui, il n'y a pas de problème, maître, c'est gentil. Vous ne semblez pas le comprendre. Hein? Je vous en prie, merci, c'est gentil. Aidez-nous, ce n'est pas vous qui avez tué. Ce n'est pas vous qui avez tué. On vous a envoyé des morts. Vous avez géré. Mais le problème ici... Attendez la question, s'il vous plaît. Soyez patient, attendez jusqu'à ce qu'il finisse de poser la question. J'ai une grande amitié pour vous. Vous ne savez pas. Merci. Une très grande amitié. Hein? C'est gentil, merci. Oui. On a géré de grands dossiers ensemble. Tout à fait. Mais à la guerre, comme à la guerre. On vous a donné, vous avez livré les corps pour vous dire qu'ils vont les envoyer où? Il a répondu à cette question. D'accord. Je vais vous délivrer le reste du questionnaire. Mais sachez que vous avez un poste trop stratégique, c'est ça? Oui. Et je vous remercie d'avoir aidé à beaucoup d'inhumations dans ce pays. Merci. Et d'avoir produit beaucoup de rapports que même le parquet de Dixine, que ce parquet ne connaît pas, et n'a pas produit dans le cadre des manifestations. Non. Je vous félicite. Hein? Des questions? Pas de questions, félicitations. Merci, maître. Et bonjour, professeur. Oui, bonjour. Vous avez déclaré ici que vous avez à votre niveau 3 ou 5 DUI. Est-ce que vous
confirmer cette déclaration? 3? 3 à 5 douilles. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Les douilles. Ah, douilles, oui. Combien exactement? Bon, vous savez, en fait, j'ai une collection de douilles. Toutes les douilles que je reçois, que ce soit dans le cas du 28 septembre, j'en ai 3. Mais tous les cas de mort que vous connaissez... Oui, voilà. Bon, ça, toutes ces questions-là, c'est dans le cadre du 28 septembre. 28 septembre. Bon, j'ai 3. 3. Oui. Et ces 3-là sont à votre niveau? À mon bureau, à Yassdine. Vous les avez où? Où est-ce que vous les avez eus? À la morgue. À la morgue? Oui. Comment? Est-ce que vous Vous pouvez... savez, je vous ai dit tout à l'heure, sur les 9 corps, on avait 3 orifices de sortie. Oui. Je vous ai dit ça. Oui. Et j'ai retrouvé les balles parce qu'il arrive que les balles sortent et qu'ils tombent immédiatement. Et les personnes qui ramassent les corps, les ramassent parce qu'on a eu des corps qui sont venus avec, dans des gaines. Oui. Les corps étaient mis dans des gaines. Oui. Donc, on a ramassé les balles qui sont tombées, qui étaient à l'intérieur des gaines. On les a retrouvées. Maintenant, il y a les corps qui ont des orifices d'entrée et pas d'orifices de sortie. Les balles étaient à l'intérieur. Donc, c'est des balles qu'on a retrouvées dans les gaines où étaient emballés les corps. Oui, et est-ce que, à ce niveau, professeur, vous pouvez nous dire les personnes, les corps dans lesquels ou sur lesquels vous avez retrouvé les douilles là? Est-ce que, non, suivez, attendez, oui. Est-ce que ces personnes-là relevaient des personnes identifiées ou non identifiées? Bon, parce que votre déposition est cruciale pour cette procédure. Hein. Je ne saurais le dire parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, j'ai essayé de classer les corps. Avant même parce qu'au début, tous les corps étaient non identifiés. J'ai mis les corps par arme à feu, j'ai mis les corps par arme blanche, j'ai mis les corps qui n'avaient pas de lésions et qui présentaient des signes d'asphyxie mécanique. Je les ai mis en 3 groupes. Donc, les corps étaient venus dans des gaines, donc on les a sortis. Et comme je disais, les éléments antémortem et tout ce qui va avec et tout ça qu'on a retrouvé, on l'a mis dans un sac. Donc, c'est dans ça que j'ai retrouvé. Aujourd'hui, me dire est-ce que c'est les corps non identifiés ou identifiés que non. Tout ce que je peux vous dire, c'est les corps identifiés qui avaient des traces de balles et les corps identifiés, combien de corps non identifiés qui avaient des traces de balles. Donc vous ne pouvez pas dire ça. D'accord. Professeur, vous avez dit que en votre qualité de membre de la commission d'enquête nationale, que vous avez reçu pouvoir de cette commission de procéder à des expertises, oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Je veux savoir, est-ce que c'était un pouvoir ou des instructions données verbalement ou bien c'était par écrit? Si c'était par écrit, c'était par quel acte? Je crois à l'époque, le ministre de la Justice avait fait un écrit. Parce que c'est à travers cet écrit que j'ai pu voyager avec les échantillons et les envoyer à Paris. Oui, non, moi je ne parle pas de l'écrit par lequel les formalités administratives ont été accomplies pour faciliter votre déplacement à l'extérieur, mais pour les opérations, pour l'accomplissement des actes matériels. Non. Est-ce que la commission a pris un acte, la commission d'enquête a pris un acte par lequel vous avez été désigné? Je crois que c'est consigné en tout cas dans un procès verbal. Parce qu'à la suite d'une réunion, le président de la commission d'enquête, c'est un magistrat, donc il connaît toute cette procédure. C'est à la suite d'une réunion qu'ils ont décidé. Et puis voilà, on m'a demandé de le faire. Bien. Vous confirmez que les douilles retrouvées que vous avez vues à l'occasion du
du 28 septembre, les 3 deuils, vous confirmez que c'est des deuils provenant des armes de guerre? Je confirme. André Kalachnikov. Kalachnikov. Excusez-moi, c'est trop russe. Voilà. En d'autres termes, des PMAK. Les PMAK. C'est ce que nous connaissons mieux ici. Et vous confirmez que vous n'avez pas vu de douille provenant d'un col 45 pistolet pendant tout ce que vous avez eu à faire? Non, non. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu. Mais vous savez, les cols 45, les types André Kalachnikov, qui sont des PMAK, des pistolets mitrailleurs automatiques, ont à peu près les mêmes orifices d'entrée. Et les mêmes orifices d'entrée au niveau de la zone d'impact. Donc c'est très difficile, sur la base vraiment de l'examen des orifices d'entrée et de sortie, de dire que c'est un pistolet mitrailleur ou c'est un pistolet. C'est très difficile. Ce qu'on peut dire, c'est des armes de calibre 22, de calibre 7 mm ou de calibre 12, si c'est les armes à plomb, hein, qui ont une localisation particulière. Les douilles là, est-ce que peuvent être déposées au greffe du tribunal? Oui, pas de problème. Bien. Et vous avez dit également que même maintenant là, qu'il est possible de procéder à la reconstitution des faits. Absolument. Je crois que le tribunal avisera dans opportun. Et pour terminer avec vous, professeur, oui. Depuis le 28 septembre jusqu'à la fin des inhumations, est-ce que vous avez eu au moins à rencontrer une femme ou une fille quelconque qui vous a fait état des violences sexuelles? Oui. C'était à quelle occasion? Bon, comme je crois que j'ai dit ça à mon introduction pour dire que, en qualité de médecin, j'ai reçu 1 ou 2 femmes qui sont venues me voir pour me demander de les examiner et de rédiger un rapport parce qu'ils veulent voyager pour se soigner à l'extérieur. Et dans les pays où ils veulent partir, on demandait que ce soit un rapport médico-légal. Il y a une dame d'ailleurs qui m'a demandé qu'elle a contacté un médecin à Dakar qui m'a dit que c'est moi qui devrais rédiger ce rapport. Donc je me rappelle de cette femme et je l'ai reçue à Niasdine, j'ai fait son rapport. Et les 27 corps non identifiés, où est-ce qu'ils se trouvaient après l'exposition à la mosquée Faisal? Où est-ce que ces 27 corps se trouvaient? Après l'exposition, on les a enterrés. Vous les avez enterrés? Oui, la Croix-Rouge en compagnie de certains militaires au cimetière de Cameroun. Là, je suis témoin, j'ai vu les camions partir en direction du cimetière. J'étais arrêté à la mosquée. Vous êtes formel que lors de l'exposition des corps là, il n'y avait pas les 57 ou 58? Non, je suis formel. Vous êtes formel là-dessus? Je suis formel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La défense n'a plus de questions.